Les gens qui me disent qu'ils ont grandi sur ma musique, alors qu'ils ont l'air d'avoir le même âge que moi. Je suis avec Adriana Carambeu et on s'en fout. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Sa célébrité, c'est ridicule. La célébrité, ça n'existe pas. Parce qu'on vient de loin, ça s'est fait super vite. J'ai dû l'écrire en 30 minutes. Le jour où je leur ai dit, je fais un titre avec Nakamura, à la limite, c'était vas-y, tu te la racontes, papa. Qu'est-ce que tu dis, Yaya? Que sont devenus Corneille, Camini, Marc Lavoine ou encore Najwa Belizel? Tous ces artistes ont marqué la pop culture francophone. Alors que sont-ils devenus? Eh bien pour vous, j'ai été directement leur poser la question. Je pense que vous allez être surpris de leur évolution. C'est parti. Bonjour à tous, je suis trop content de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous portez tous à merveille. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans le 3e volet de la série Que sont-ils devenus? Si vous n'avez pas vu le dernier épisode, je vous le mets juste ici. On y parle de Tal, de Indila ou encore de Alizé. Aujourd'hui, on va s'intéresser une nouvelle fois à des artistes francophones, mais vous allez voir que la plupart des profils que j'ai choisis pour cette vidéo sont assez surprenants. Allez, on commence tout de suite avec Corneille. Cornelius Nyungora, alias Corneille, est né le 24 mars 1977, un artiste à la voix si singulière et dont le parcours de vie est celui d'un combattant. En effet, vous le savez sûrement, mais Corneille a perdu toute sa famille dans le génocide rwandais de 1994. C'est un événement qui a véritablement façonné son identité et sa musique, qu'il utilise comme un moyen d'exprimer sa douleur, de raconter son histoire et de partager un message de résilience et de paix. Rappelez-vous, c'est en 2002 que tout va exploser et ce grâce à un titre devenu culte, Parce qu'on vient de loin. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez. Énorme tube, tout le monde connaît cette chanson, elle résonne encore aujourd'hui. C'est clairement un classique de la chanson francophone. S'ensuit un premier album studio qui s'appelle lui aussi Parce qu'on vient de loin. Que des tubes. Je pense à Avec classe, mais aussi à Seul au monde, deux chansons dont on reparlera plus tard, puisque lors de ma rencontre avec Corneille, j'ai eu la chance de pouvoir lui poser des questions sur cet album et aussi sur toutes ses chansons. L'album est certifié disque de platine en France, mais aussi au Canada. Parce qu'on vient de loin est bien plus qu'un album, il devient un hymne pour de nombreuses personnes qui s'identifient au thème de résilience, de quête d'identité et de pardon. Pour autant, pour Corneille, à l'époque, ça ne paraissait pas si évident que ça, puisque lorsqu'il a présenté ce titre à des maisons de disques, il a dû essuyer une tonne de refus. Écoutez. Parce qu'on vient de loin, ça s'est fait super vite. J'ai dû l'écrire en 30 minutes. Et je savais que c'était un titre important. Je le savais, je le sentais. Comment ça se passe une fois que tu as la démo, tu l'envoies à des labels? Comment ils réagissent? Est-ce qu'ils sont plutôt réticents ou ils savent que ça allait être un tube? Ah bah non, pas du tout. Ah ouais? Pas du tout, non. J'ai fait beaucoup de démarches auprès, je pense que j'ai dû rencontrer toutes les grandes maisons de disques à Paris. Et ils me disaient tous la même chose. Ils me disaient ne pas comprendre, en fait. Ils trouvaient qu'il y avait surtout sur Parce qu'on vient de loin, entre autres. Après, il y avait des titres comme Avec classe ou Ensemble qui étaient un peu plus légers. Mais surtout sur Parce qu'on vient de loin et d'autres titres. Je pense qu'il y avait un titre qui s'appelait Tout va bien, Comme un fils, Seul au monde. Les titres qu'ils ne comprenaient pas. Il y a eu cette dichotomie entre le texte. Je n'ai pas envie de dire la force. C'était pas la force du texte, mais en tout cas, avec quelque chose de dramatique dans le texte qui ne collait pas au son, en fait. Parce que pour eux, le son était R&B, soul, pop. Dans ma naïveté, à l'époque, moi j'ai pris ça comme une bonne nouvelle, en fait. Au lieu de me dire oh putain, il n'y a personne qui voudra me signer, moi en fait le message que j'ai compris, c'était j'ai fait un truc tellement original que personne ne le comprend, donc ça vaut la peine de poursuivre dans cette avenue-là. Et puis finalement, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Francis Julien, qui est toujours le boss de ma maison de disques, qui est devenu un ami, c'est un ami de plus de 20 ans, qui a été le premier, le seul à écouter puis dire bah non, en fait, je comprends tout. Et surtout, on ne touche à rien. Il faut que ça sorte comme ça. On mixe, tu vois, on peaufine un petit peu, mais il ne faut pas changer et on le sort comme ça. Il faut dire aussi qu'à l'époque, ce qu'on appelait R&B français était très codé. Il y avait un R&B français qui était... c'était un genre, c'était un vrai genre en soi. Des artistes comme Tragédie, Willy Denzey, je rentrais pas dans ces codes-là en fait pour eux. Mais je rentrais pas non plus dans les codes des auteurs-compositeurs qui écrivaient des chansons avec des textes. Je me rappelle plus, à l'époque il y avait en variété, il y avait des gens comme Raphaël ou des gens comme ça. Et moi je cadrais pas du tout, quoi. Et j'étais pas un rappeur en plus. J'étais Renoir et je rappais pas. Je chantais, mais c'était pas... Niveau marketing, c'était difficile à caser, en fait. Je pense que c'était plutôt ça. Il fallait avoir un esprit très souple, très élastique pour comprendre. Et
Et finalement, et heureusement en fait, ce que je dis souvent aux jeunes artistes qui me demandent conseil, je leur dis surtout de ne pas écouter les conseils de personne, parce qu'ils savent mieux que n'importe qui ce qu'ils ont envie de faire. Alors ça va péter dans 1 mois ou dans 3 ans, mais quand ça va arriver, ce sera toi. Il en faut juste les refus, les rejets, on s'en fout un petit peu. Il faut un oui. Tu peux avoir 10 non, il faut juste un oui. Et si le oui te respecte et te comprend, à ce moment-là, tu as tout gagné. Ouais. Et en plus, la fierté doit être d'autant plus grande puisque, comme tu disais, tu étais resté toi-même. Et donc de réussir en étant soi, c'est quand même la plus belle des choses. Ouais. C'est vrai que c'était une chanson qui n'était pas forcément dans les codes de ce qui se faisait à l'époque. Et donc lui, il arrive avec sa simplicité, sa vulnérabilité, sa grande sensibilité. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence. Corneille enchaîne avec un 2e album qui s'appelle Les Marchands de rêves, c'est la confirmation. En 2007, il tente même une incursion dans le marché anglophone avec The Birth of Cornelius, un album en hommage à ses influences américaines et inspiré de ses idoles d'enfance. Et même si pour beaucoup, Corneille était assez discret médiatiquement parlant, il n'a pour autant jamais arrêté la musique. De 2002 à aujourd'hui, il a quand même publié 9 albums, dont le dernier en date, L'écho des perles, qui lui est sorti en avril 2024. Il a également été juge pour La Voix au Canada, l'équivalent de The Voice ici. Alors que devient-il aujourd'hui ? Écoutez, j'ai adoré pouvoir le rencontrer et parler de musique avec lui, et surtout en apprendre un peu plus sur son parcours de dingue, surtout que depuis le début de l'année, on peut dire qu'il revient en force. Vous l'avez reconnu, il s'agit de son titre Avec classe, issu de son tout premier album, et ici remixé avec Aya Nakamura avec l'aide de Trinix. Une collaboration pour le moins inattendue, mais pas si surprenante que cela finalement. Puisqu'en effet, Aya Nakamura étant fan de Corneille, elle avait pour habitude de reprendre cette chanson lors de ses concerts, je pense notamment à cette performance sur Taratata, où elle l'avait chantée en duo avec Louane. Regardez. C'est comme Corneille, c'est comme classe, toi-même tu sais qui c'est. D'ailleurs, j'en profite, n'hésitez pas à aller voir mon interview avec Louane, je vous la mets juste ici. Vous allez voir, c'est une interview où elle se livre comme jamais. J'ai peur de retomber dans une dépression là les gars, donc qu'est-ce qu'on fait ? Je pense que j'ai honte Honte de quoi ? de me sentir comme ça. Déjà, faut savoir que c'était le premier playback de ma vie. Tu penses qu'un duo entre Louane et Aya, ça donnerait quoi ? Ça va être très controversé. C'est pas vrai. Je te jure, là ce que tu fais c'est pas bien. Je pense que ça va vous plaire et j'en profite aussi pour vous remercier pour tous vos retours, ça m'a fait trop plaisir. Bref, pour en revenir à Aya Nakamura, elle avait également interprété Avec classe pour France Inter et c'est sur cette version que le duo électro Trinix a repris la partie vocale d'Aya Nakamura pour créer ce remix avec Corneille qui lui a décidé de réenregistrer sa partie. Quand je te chante que c'est avec classe, que j'admire si tu le permets, crois-moi car c'est ta classe. Quand je te chante que c'est avec classe, que j'admire si tu le permets, crois-moi car c'est ta classe. Corneille vous l'expliquera beaucoup mieux que moi, écoutez. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de cette chanson et nous dire comment tout ça s'est mis en place en fait, ce remix avec Aya? Ça, c'est une histoire de fou, ça aussi, c'est une histoire de dingue. C'est-à-dire que premièrement, j'ai rien à voir avec ça. C'est les Trinix qui ont fait ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ils ont trouvé une prestation acoustique d'Aya Nakamura à une radio. Ils ont pris l'acapella et ils ont fait ce qu'ils font. Ils ont fait une version, ils ont fait une prod, ils l'ont mis en ligne. Et en fait, ça a buzzé. Et ça a tellement buzzé que, et moi et Aya Nakamura, on s'en est fait parler. On s'est dit, faut peut-être en faire un vrai titre, en fait. Je me disais, quand même, il y a Aya Nakamura, donc c'est l'artiste francophone la plus écoutée dans le monde. Je pense que ça va bien se passer. Je pense que la nouvelle version a été un plus gros tube que la version originale, ce qui pour moi n'a aucun sens. Ça, c'est ce que j'aime avec Aya. C'est une des rares artistes que je connais qui a le succès qu'elle a et qui se prend pas du tout la tête. Ça a été archi facile de bosser avec elle. Ça a été plus dur pas dur, mais ça a pris plus de temps, tout le côté business, le deal et tout ça, que la musique avec Aya. Avec Aya, ça a été archi facile, pas de prise de tête. Je lui envoyais un truc, le lendemain, elle me disait oui, c'est bon, on y va. En plus de ça, donc c'est un énorme succès. Ouais. Ça a été certifié platine récemment, bientôt diamant, pour plus de 50 millions d'équivalents streams, ce qui est énorme. Toi, quand tu avais découvert la version d'Aya, donc c'était pour la radio France Inter, je crois. Quand tu avais découvert sa version, le fait qu'elle reprenait ta chanson en concert et lors de performances live, quelle a été ta réaction ? J'étais hyper touché. Moi, c'est parmi les choses qui me touchent le plus. Les gens qui me disent qu'ils ont grandi sur ma musique alors qu'ils ont l'air d'avoir le même âge que moi. et aussi les jeunes artistes qui reprennent mes chansons. Ça c'est un truc qui me touche beaucoup.
Et donc le fait de la voir, elle, reprendre ce titre, ça me touche énormément. Je l'avais vu le reprendre une autre fois avec Louane en plus, Oui, une autre artiste que j'aime beaucoup, que je respecte énormément. Et je trouve ça me touche tout simplement. J'étais hyper ému de la voir la faire parce que quand j'ai vu la petite vidéo à France Inter, je vois une artiste qui aimait ce titre-là, en fait. Je sentais que c'était habité, en fait, c'était incarné. Ouais. Je trouve ça fou pour un remix d'une chanson qui date de 2002. Et récemment, Corneille a été encore plus loin en revisitant un autre de ses plus grands succès, Seul au monde. Cette fois-ci, c'est en collaboration avec Soul King. Écoutez. Que je suis seul au monde, y'a rien à faire, je suis seul au monde. Je veux plus le train, je suis seul au monde. Dites-moi ce que vous pensez de ces remixes en commentaire, mais personnellement, j'adore que Corneille puisse faire le pont entre les générations grâce à sa musique. Alors, qu'a-t-il prévu pour la suite ? J'imagine un album de duo en reprenant ses plus grands classiques. Je lui ai posé la question, écoutez. Est-ce que le fait que tu aies repris donc cette chanson avec Soul King et l'autre chanson avec Classe avec Aya Nakamura et Trinix laisserait envisager le fait qu'il y ait un album de duo à venir ? Bah, j'y pense, hein. Franchement, oui, ça donne envie. Mais j'ai pas envie que ce soit... Forcé. Il faut pas que ce soit forcé, puis j'ai pas envie que ce soit un projet pensé en amont, en fait. Je vois. J'ai tellement été agréablement surpris par le succès d'Avec Classe, avec Aya et les Trinix. Le simple fait de dire j'ai envie de reproduire quelque chose de spontané, on n'est plus dans la spontanéité, c'est un petit peu l'oxymoron du truc, mais j'ai envie de préserver cette espèce de lâcher prise, en fait, et de laisser aller le projet. De voir un petit peu ce qui se dit sur les réseaux. Là, je rencontre plein de gens pendant le bref séjour que je fais à Paris. Là, en ce moment, je rencontre des gens qui me posent tous la même question. C'est quoi la suite ? Et souvent, je demande, toi, par exemple, est-ce que, si tu te rappelles de l'album, quel autre titre tu entendrais et quel artiste est-ce que tu y verrais, quoi. Et en fait, je prends les infos de tout le monde pour rester le plus détaché possible du truc, et il y a un truc qui va sortir. Donc déjà, je te pose la question. Déjà, je trouve ça très admirable, le fait de se positionner en tant qu'artiste et de se dire, il y a un peu de lâcher prise. Enfin, je trouve ça très, très humble aussi de se dire, je laisse un peu les autres voir ce qu'ils en pensent, parce que je sais que ça peut être compliqué en tant qu'artiste. Et pour ma part, si je devais suggérer une idée, j'ai pensé à Lucen de Yakuza. Je sais pas si tu... Oh, bah oui. Parce que je trouve qu'elle a un background et un passé tellement lourd et tellement fort. Elle a une voix aussi que j'adore et je la verrais beaucoup sur Parce qu'on vient de loin. Ah ouais. Ah, c'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée. En plus, je l'ai jamais rencontrée, cette fille. Je la trouve extraordinaire. Elle a un univers absolument incroyable. Elle est à part. Elle est à part. C'est une de ces artistes qui est... elle est comparable à personne, en fait. Et donc, mais tu vois, alors, excellente idée, donc je note. Je note. Bref, Corneille reste un pilier de la musique francophone. C'est un artiste dont l'authenticité et la capacité à transformer ses épreuves personnelles en chansons inspirantes ont profondément marqué les esprits. En collaborant avec Aya Nakamura et Soul King, je trouve que ça démontre sa capacité à rester pertinent dans l'industrie musicale et surtout quelle classe, quelle humilité. C'est un mec hyper simple, franchement. Énorme respect. Allez, on passe à la suite, mais avant ça, si tu passes un bon moment en regardant cette vidéo ou si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner, ça m'aide de ouf pour mon développement. N'hésitez pas également à la liker et à me dire en commentaire de quel artiste vous souhaiteriez qu'on parle ensemble ou de quel artiste vous souhaiteriez voir une interview. Allez, on continue. Désormais, on va plonger dans l'histoire d'un artiste qui a marqué au fer rouge la pop culture francophone dans les années 2000. Je parle évidemment de Camini et de son tube inoubliable, Marly Gaumont. Si nous sommes issus de la même génération, vous devez très certainement vous en souvenir. Écoutez. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Je viens pas de Paname, mais de Marly Gaumont. Y a pas de bitume là-bas, c'est que des pâtures, mais cela n'empêche que j'ai croisé pas mal d'ordures. Alors que devient-il ? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Et spoiler alert, il ne fait plus de tubes, mais ça ne l'empêche pas de continuer à faire plein de choses. Vous allez très vite comprendre pourquoi. En 2006, Camini débarque de nulle part avec une chanson qui raconte son quotidien dans le petit village de Marly Gaumont. Pour la petite info, Marly Gaumont, c'est un petit village de 480 habitants dans l'Aisne, pas très loin de la frontière belge, les Belges qu'on embrasse toujours. Et en 2006, il devient le village le plus connu de France, et ce grâce à Camini et à sa chanson Marly Gaumont. Je le cite. J'ai écrit un ego trip, comme on dit dans le rap, où on revendique d'où l'on vient. Je ne pouvais pas dire que je venais de banlieue. Le rap, ce n'est pas que le ghetto, la violence, les filles à poil. Je ne me suis pas inventé une vie de lascar.
Et ce qui est important de rappeler, c'est que Internet n'était pas le Internet qu'on connaît tous aujourd'hui. Et pourtant, son clip devient ultra viral, le tout sans maison de disque. Une chanson ovni qui devient très vite un phénomène, et pourtant, lorsque cette chanson avait été envoyée au label, tous l'avaient refusé. Camini est alors ce jeune rappeur de la campagne qui raconte avec humour et sincérité les difficultés d'être noir dans un village où personne ne l'avait jamais vu. Et une fois que la machine va être lancée, le succès va juste être phénoménal. En quelques mois, Camini reçoit une victoire de la musique pour le meilleur clip et devient une figure montante de la nouvelle ère du rap français. La chanson est certifiée disque de platine avec plus de 380 000 exemplaires vendus. Alors nous étions en 2006-2007, les ventes de singles étaient catastrophiques et ce pour quasi tout le monde. Pour vous donner un ordre d'idée, il vous suffisait par exemple de vendre 7000 exemplaires en une semaine d'une chanson pour pouvoir espérer atteindre à minima le top 5. Il me semble même qu'en 2007, Nelly Furtado, oui parce que j'étais fan à l'époque si vous ne l'avez pas encore compris, donc Nelly Furtado avait vendu je crois 7000 ou 7100 exemplaires de Say It Right en une semaine en France et ça lui avait permis d'être numéro 1 du top single en France avec le record du nombre le plus faible pour un numéro 1. Bref, c'était pour la petite anecdote. D'ailleurs, j'en profite, si vous n'avez pas encore vu mon interview avec Nelly Furtado, je vous la mets juste ici, je l'ai rencontrée cette année et je serais trop content d'avoir vos retours là-dessus. Bref, tout ça pour dire que nous n'étions pas encore entrés dans l'ère du streaming et donc 380 000 exemplaires pour cette époque, c'était juste excellent. À cette époque, Camini vit un rêve éveillé, il est invité partout. Même le prestigieux Time Magazine le cite parmi les personnalités de l'année. Il doit même arrêter son travail d'infirmier parce que, je cite, « Mes collègues venaient avec leurs enfants pour que je signe des autographes ». Alors après un tel succès, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait pour rebondir ? En vérité, Camini n'a jamais vraiment disparu de la sphère artistique. Il a continué à faire de la musique avec des titres comme « Je suis blanc » ou un petit coup de « Motherfuck » qui ont certes connu une résonance beaucoup plus discrète que Marly Gaumont. Il sort son deuxième album en 2009 intitulé « Extraterrien », qui succède donc à Psycho Star World paru 2 ans plus tôt et qui s'était tout de même écoulé à 85 000 exemplaires. Mais il s'est aussi aventuré ailleurs, au-delà de la musique. En 2013, il lance son tout premier one-man show. Il est passé à la télévision dans des émissions comme Légende en haut et même au cinéma en co-scénarisant Bienvenue à Marly Gaumont, un film inspiré de la vie de son père. Septembre 2016, il est de retour avec un nouveau morceau intitulé Le Bonheur. Content d'être content d'avoir de l'eau du robinet. Je me contente d'être content même quand par le monde je suis consterné. Et en 2020, il sort son troisième album qui s'intitule Troisième Acte. 2 ans plus tard, il partage un nouveau clip qui s'appelle Club d'eau en hommage au Club Dorothée. Regardez. Dorothée, bienvenue dans le club Dorothée. Donc encore une fois, on ne peut pas dire que Camini ait disparu, ni qu'il ait quitté la sphère artistique. D'ailleurs, encore aujourd'hui, Camini fait parler de lui, mais cette fois-ci à travers une collaboration pour le moins inattendue, une collaboration avec Lotus, qui d'ailleurs sponsorise cet épisode aujourd'hui. En gros, Lotus propose des papiers toilettes sans tube, pas de tube à jeter lorsqu'il est terminé, et donc ils ont fait appel à Camini pour lui poser la question fatidique: qui a vraiment besoin d'un tube ? Est-ce qu'un tube est vraiment nécessaire, que ce soit pour les tubes dans la musique ou pour autre chose ? Regardez. Tu sais Lotus, le tube, au sommet de sa gloire, c'est un vrai kiff. Il n'y a peut-être rien de mieux. Mais la question c'est, est-il vraiment nécessaire ? S'il est là, tant mieux, on est content. Mais s'il est plus là, la vie continue. Lotus sans tube, l'indispensable, pas moins. À travers ces vidéos, Camini veut nous faire comprendre qu'il n'a peut-être plus besoin de tube pour continuer sa carrière, tout comme nous n'avons plus besoin de tube pour le papier toilette. Franchement, j'aime bien l'idée de cette collab, d'autant plus que ça fait beaucoup moins de déchets à la fin de l'utilisation et tu le changes moins souvent. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais personnellement, je pense qu'il y a peu d'artistes qui auraient pu se prêter au jeu et le faire avec autant d'humour et autant de second degré, si ce n'est Camini. Maintenant, je vous invite à aller découvrir la collaboration entre Lotus et Camini sur la page YouTube de Lotus Hygiène. Et évidemment, merci à eux d'avoir sponsorisé cet épisode. Bon, finalement, vous l'avez compris, Camini est resté fidèle à lui-même, toujours authentique avec un regard plein d'humour sur la vie. Il continue de créer, que ce soit à travers la musique, le cinéma, ou même des campagnes publicitaires innovantes comme celle avec Lotus. Allez, on passe à un autre artiste qui cette fois-ci n'a rien à voir avec le précédent. C'est un pilier de la chanson française. Il s'agit de Marc Lavoine. Car après tout, Marc Lavoine, c'est plus de 40 ans de carrière, une carrière comme il en existe peu. Il a enchaîné les succès vendant des millions d'albums en France et marquant plusieurs générations avec des titres devenus cultes. Des chansons qui allient poésie et mélancolie. Je crois que ma chanson préférée de son répertoire, c'est Toi mon amour, que j'écoutais en boucle. Lorsque j'avais 13 ans, je regardais le clip sur ma PSP. Mon cœur se bat pour toi, mon amour. Mon corps en a envie tous les jours. Moi qui ne crois plus guère à l'amour. C'est une figure majeure de la chanson française et lorsqu'Universal m'a contacté pour programmer une interview avec lui, je me suis dit en vrai ça serait assez inattendu de le rencontrer. J'étais ultra curieux de connaître son point de vue sur l'industrie musicale, ses succès, son évolution au cours de ces 4 dernières décennies ou encore de son rapport à la célébrité par exemple. Alors juste avant, je vous parlais de Toi mon amour qui est ma préférée de son répertoire, mais tout commence réellement pour lui avec Elle a les yeux revolver. Elle a les yeux revolver. Elle a le regard qui tue.
Sortie en 1985, cette chanson a marqué le début de sa carrière solo. Il dit quelque chose d'assez surprenant sur cette chanson, c'est qu'elle était complètement à côté de la plaque. Écoutez. Et vous disiez aussi qu'elle n'était pas forcément dans les codes de ce qui se faisait à cette époque-là. C'est vrai que c'était une période peut-être plus ancrée dans tout ce qui était disco, avec même des titres comme Goldman, Je te donne, ou des choses comme ça. Finalement, c'est une chanson qui est un peu à côté de ce qui se faisait cette période-là. Elle est à côté de la plaque, oui. Mais moi, je suis à côté de la plaque. Je suis à côté de la plaque parce que ce qui m'amuse, c'est de faire ce que j'ai envie de faire. Ouais. Alors, je rencontre des compositeurs qui m'emmènent dans leur univers, mais jamais j'ai fait attention à la mode. J'ai toujours été loin de ça, détaché des bandes et des clans. J'ai toujours voulu vraiment faire ce que j'avais sur le cœur. Et donc, elle était à côté de la plaque. Puis, elle est devenue dans la plaque. Elle est devenue une chanson intemporelle d'une certaine façon. J'ai continué comme ça. Chaque fois, j'ai fait des chansons qui étaient un peu à côté de la plaque. C'est ce qui a fait son charme peut-être et qui a touché autant de monde. Quand vous dites elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, c'est une métaphore qui est très forte. Il me semble que c'est une image qui vient de votre mère, Oui, c'est ça? Ma mère. J'ai écrit toutes mes chansons pour ma mère. Hein. Ah, c'est vrai? Oui, dans mon panthéon, il y a des gens inconnus et connus, mais elle fait partie du centre de ma vie. J'ai jamais aimé comme j'ai aimé ma mère. Elle m'a donné toujours beaucoup d'amour et beaucoup de partage. J'ai toujours partagé ma vie avec elle. Il m'a avoué avoir écrit beaucoup de ses chansons pour elle, reconnaissant la force des femmes qui l'ont élevée et l'empreinte qu'elles ont laissée dans son œuvre. Et c'est vrai que lorsqu'on jette un coup d'œil au répertoire de Marc Lavoine, on peut dire que les femmes ont une place centrale dans son œuvre artistique. C'est des chansons qui sont souvent autour du thème de l'amour. En vrai, il a eu des duos hyper marquants. Je pense à Je ne veux qu'elle avec Claire Kaim. Je ne veux qu'elle. Je ne veux qu'elle. Ou encore à Tout oublier avec Christina Marocco, énorme tube. Comment dit-on bonjour? Je ne sais plus. Le parfum des beaux jours, je le sens plus. Mais aussi Toi mon amour, qu'il a repris avec Clara Luciani il y a quelques années. Moi je suis faite pour toi, mon amour. Je ne pense qu'à ça tous les jours. Dans mon interview, Marc Lavoine exprime également son amour pour le rap et mentionne plusieurs artistes, dont Jossman, qui est pour lui une figure essentielle de cette scène. Jossman, c'est ça? Exactement. Ouais, Jossman, c'est une révélation pour moi. Enfin, comme le rap en général. Ouais. Hein. Et dans le monde, le rap est pour moi très très important. Donc, Jossman fait partie des artistes qui m'ont fait plaisir, comme Dinos, mais ils ont une vision des choses. Les clips sont merveilleux, les images, les pochettes, ça raconte des histoires. Et donc, je suis très heureux de son succès. Et une collaboration entre Marc Lavoine et Jossman, ça donnerait quoi à votre avis? Vous savez, je suis jamais... Jossman, c'est Jossman. Hein. Si un jour on se croise et qu'on fait quelque chose ensemble, pourquoi pas, mais le fait qu'il sache que j'aime son travail, qu'il y ait répondu d'une certaine façon, d'ailleurs qu'il l'ait provoqué, parce que il a mis Les yeux revolver dans sa chanson, t'as les yeux revolver, surtout n'appuie pas sur la gâchette. Donc il m'a rendu cet hommage, et donc c'est normal que je parle de lui, c'est normal que je parle de Dinos aussi, qui avait déclaré que le pour Mirabeau que je chantais avait été très important pour lui, de l'écouter en boucle, etc. C'est des petits clins d'œil, et puis d'autres gens, Dizzy La Peste, qui avait pris C'est ça la France, voilà, tous les gens qui croisent ma vie parce qu'ils utilisent un truc, je les remercie et je leur en suis reconnaissant. Ça suffit. Après, si on travaille ensemble, c'est une question de hasard, c'est une question de circonstances. Mais voilà, avoir travaillé avec Chrissy, il m'appelle parce que sa mère aimait bien mon travail. Vous voyez, c'est toujours particulier la tâche que quelqu'un a à votre travail, à votre chanson. Ce qui me plaît en revanche, c'est de pouvoir chanter avec Dave ou chanter avec Hervé Villard, chanter avec Catherine Ringer, chanter avec Françoise Hardy, chanter avec Chrissy, passer d'une discipline à une autre parce que je pense qu'on est fait pour ça. Donc qui sait, peut-être que d'ici quelques temps, nous aurons un feat entre Marc Lavoine et Dinos, ou bien Marc Lavoine et Jossman. Bon, malgré une carrière jalonnée de succès, Marc Lavoine admet avoir traversé des périodes de doute intenses, au point d'envisager d'abandonner. Il m'a mentionné également cet incident lors d'un passage télévisé, sans vraiment le nommer, un événement télévisé qui avait suscité une forte réaction médiatique et qui l'a poussé à se remettre en question. Est-ce qu'il y a eu des moments dans votre vie où la pression a été si forte et si intense que vous avez pensé en l'espace de quelques secondes peut-être à tout arrêter comme si la pression devenait trop forte? Oui, une fois. Alors j'ai failli arrêter une fois, ouais. Une fois j'ai failli arrêter. Bon. C'était sur quel album par exemple? Ah non, c'est pas sur un album, c'est sur par rapport à une télévision. Une télévision que j'ai faite qui s'est mal passée. Alors que je pensais pas que ça allait poser un problème.
bon, je sais même pas si je dois en parler parce que aujourd'hui c'est loin et c'est pas grave, ça c'est des choses qui arrivent, mais c'est vrai que cette émission, les réactions qu'il y a eu et l'accusation dont j'ai fait l'objet et la vie qui était la mienne à l'époque, oui, j'ai failli m'arrêter, mais ça a duré 15 jours, 3 semaines. Je me suis vraiment posé la question, est-ce que ça vaut le coup de continuer? Et puis bon, ça vaut le coup de continuer. Alors que devient-il aujourd'hui et que fait-il? Vous le savez sûrement, en ce moment les médias parlent beaucoup de Marc Lavoine, parfois pour sa musique, mais surtout pour sa relation avec Adriana Carambeu. Une relation qui est très médiatisée, mais qu'il vit de façon simple et naturelle, malgré l'attention des médias. C'est quelque chose qu'il a d'ailleurs abordé lorsque j'étais en interview avec lui. Écoutez. C'est un peu le revers de la célébrité, c'est tout ce qui touche à votre vie privée, à ce qu'on peut commenter. Je sais que votre vie amoureuse, par exemple, est scrutée, commentée. Est-ce que... c'est un peu normal, hein. Quel est votre rapport à la célébrité? Est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous êtes à l'aise ou vous avez beaucoup de distance par rapport à ça? Alors j'ai aucune distance avec ça. Dans la rue, les gens m'approchent et je suis là, je suis là. Il faut être là. Une personne qui vous dit quelque chose, on ne dit que des choses gentilles. Rassurez-vous, ça a changé. On m'appelait au départ. Vous savez, mon public au départ, c'était des femmes et les homosexuels. C'est eux qui ont commencé à faire ce que je suis. Et ça ne m'étonne pas. Moi, j'ai été élevé par des femmes et la culture est homosexuelle. Jean-Paul Gaultier, Arthur Rimbaud, beaucoup de gens de la culture qui m'ont que j'ai attrapé, que j'ai compris, qui m'ont ému, sont souvent homosexuels. Certains, beaucoup sont hétéros aussi, mais vous voyez, les garçons ont une façon bizarre de regarder les choses. Les garçons appartiennent à un groupe. Ils aiment ça parce que tout le monde l'aime, même s'ils écoutent pas, même s'ils n'ont pas regardé. Ils aiment ça. Les filles, non. Les filles et les homosexuels d'ailleurs sont souvent des lanceurs de mode. Ils aiment parce qu'ils aiment. Et voilà tout. Ils cherchent pas à se comparer aux autres. Et donc les hommes sont arrivés dans mon public avec le cœur des hommes. Où là ils ont senti que j'étais proche d'eux parce que je jouais le rôle de mon père d'une certaine façon. Et ils m'ont dit, toi, t'es un vrai pote. Et là, aujourd'hui, par exemple, puisque je suis avec Adriana Carambeu et que ça se passe bien, cette célébrité a beaucoup moins d'impact sur moi. C'est-à-dire que, comme vous nous voyez en photo, si vous nous avez vus en photo, on n'a jamais posé pour des photos, on a toujours été pris par des gens. Et on est comme ça. On est comme ça en dehors des photos et on est comme ça quand on se promène dans la rue et on s'en fout. Je veux dire, parce que on est libre. Elle est libre et moi je suis libre aussi. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est comme ça, les gens nous prennent en photo, les gens viennent me voir naturellement. L'autre jour, il y a un type qui me dit, ouais Marc, j'étais sur une bouche de métro, il me dit, putain t'es fort quand même. Wow, c'est génial ce qui t'arrive. Les gens sont assez heureux de ce qui m'arrive. Et moi je suis assez heureux de ce qui m'arrive, je peux vous dire. Donc la célébrité c'est rien. La célébrité, c'est ridicule. La célébrité, ça n'existe pas. Ce qui est important, c'est d'être reconnu pour ce que nous sommes, pour ce qu'on fait, pour ce qu'on écrit. Bon, maintenant, en ce qui concerne la musique, récemment, il a sorti un album qui s'appelle Revolver, un projet sorti le 18 octobre dernier, et Marc Lavoine propose une relecture symphonique de ses plus grands classiques. Chaque chanson a été choisie pour représenter des moments forts de sa vie et de sa carrière, comme un hommage personnel aux années passées. Sur un ciel, un seul mot de toi, je vole en éclats. J'étais assez surpris lorsqu'il m'a dit que pour lui, c'était l'album le plus important de toute sa carrière. Maintenant, en ce qui concerne le cinéma, je pense pas qu'il y revienne de sitôt. On sent qu'il ne se sent plus forcément en phase avec cette industrie-là. Écoutez. Et j'aimerais bien refaire un jour du théâtre, mais le cinéma me semble s'éloigner, vraiment. Ça ne m'intéresse moins. Donc je pense que ça... Avec la chanson et l'écriture, la littérature, je suis moi-même le provocateur de ce que je fais. J'ai pas besoin d'attendre qu'on m'appelle pour me dire on a envie de travailler avec toi. Bon, le message est passé. Maintenant, si vous souhaitez écouter l'entièreté de mon échange avec Marc Lavoine, c'est disponible sur mon podcast. Ça s'appelle Popslay, le podcast, tout simplement. Et je vous mets le lien dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller l'écouter. Passons désormais à une autre artiste qui a fait irruption dans les charts français en 2005. Ça ne nous rajeunit absolument pas, je sais. Il s'agit de Najwa Bélizel. Najwa Bélizel est née le 15 décembre 1981 à Paris et on lui doit ce tube OVNI, Gabriel.
remettons un peu de contexte. Après avoir rejoint le groupe Benoît en 2001, Christophe Cazenave voit en elle un énorme potentiel. En effet, ce groupe, qui s'appelle Benoît, a été créé par Christophe Cazenave et Jean-Michel Bacou, et leur premier single qui s'appelait Tourne-toi sort la même année et se vend à 210 000 exemplaires. Christophe Cazenave, c'est lui, il est auteur, compositeur, réalisateur et producteur. D'ailleurs, c'est marrant puisqu'on lui doit Toi mon amour de Marc Lavoine. Et Najwa Belizel avait quant à elle fait les premières parties de Marc Lavoine durant un temps, et je crois même qu'elle avait fait les chœurs sur un album de Marc Lavoine. Bref, le monde de la musique est assez petit. Et il me semble avoir lu quelque part que la première fois que Christophe Cazenave avait fait écouter Toi mon amour à Najwa Belizel, elle s'était mise à pleurer, elle avait dit c'est un gros tube. Malheureusement, je ne saurais plus vous dire la source, donc à prendre avec des pincettes, mais il me semble avoir lu ça quelque part. Bref, Christophe Cazenave croit au talent de Najwa Belizel, il découvre également ses carnets remplis de textes et de poèmes, et les deux vont ainsi collaborer ensemble sur la production, la composition et l'écriture de plusieurs chansons. En découle un premier album, et c'est donc avec Christophe Cazenave que Gabriel va naître, un bop, clairement, doté d'une mélodie imparable. À l'époque, Najwa Belizel avait 24 ans et donc elle débarque en solo avec ce single Phénomène. Pendant plusieurs semaines, le titre commence à se faire une place en France sans pour autant être un grand succès en radio ni en télé. Mais peu à peu, M6 et Énergie commencent à jouer le jeu, et là le titre s'envole jusqu'au top 3 du top single français. Le titre s'est vendu à 500 000 exemplaires en France, mais il a également dépassé les frontières, notamment en Suisse, en Belgique, mais aussi en Allemagne, et ce qui est fou, c'est que beaucoup voyaient en elle une nouvelle icône gay, et ont commencé à comparer son univers à celui de Mylène Farmer. D'ailleurs, petit fun fact, le clip de Gabrielle a été tourné au même endroit que celui de Mylène Farmer pour Je te rends mon amour, une pure coïncidence selon elle. Son premier album se vendra donc à 100 000 exemplaires, ce qui est plutôt bon pour un premier album. Après ce premier succès, Najwa Belizel enchaînera avec plusieurs albums entrecoupés de plusieurs années d'absence. Alors que devient-elle aujourd'hui ? Eh bien c'est en 2023 qu'elle a commencé à amorcer son retour avec la sortie de son single qui s'appelle Ton guerrier Maasai. C'est un extrait de son album concept baptisé Schizophonia, une chanson qui n'est pas sans rappeler Night Call de Kavinsky. C'est presque un cover finalement. Alors voici ce qui est écrit sur son site, je cite. L'album sera écrit, composé et arrangé façon 70s, 80s, 90s et 2000, telle une machine à remonter le temps afin de mettre en scène de nouvelles chansons originales, à l'instar de Ton guerrier Maasai arrangé façon Night Call de Kavinsky. Je continue la citation. À l'heure où ChatGPT et l'intelligence artificielle commencent à redéfinir la façon de créer et de travailler, il semblait évident que l'on puisse se permettre dès aujourd'hui de faire un album comme celui-ci. Et ça, j'avoue, je n'ai pas compris. Personnellement, je vois très bien le lien entre Night Call et Ton guerrier Maasai, c'est clairement un sample qui a été rejoué. Mais le rapport avec l'intelligence artificielle, je ne le vois pas. Je ne dénigre absolument pas, attention, mais juste je crois que je n'ai pas encore pigé le concept. En tout cas, il est dit que Schizophonia sera un album totalement original et inattendu, dans son fond comme dans sa forme. Ça me turlupine. Enfin, j'ai pas 60 ans non plus, mais ça stimule ma curiosité en tout cas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, on continue avec une dernière artiste que j'ai redécouvert récemment. Alors, question, est-ce que vous vous rappelez de ce visage ? Je vous en ai déjà parlé sur Insta et TikTok, mais en 2015, une petite fille de 9 ans faisait sensation sur le plateau de The Voice Kids, avec une prestation de Yodel assez remarquable, en tout cas qui a marqué les esprits. Regardez. Eh bien, il s'agit de Satine. Alors, qu'est-elle devenue aujourd'hui ? Je pense que son évolution va vous surprendre. Née dans une famille de musiciens, Satine est presque née sur scène, elle est autodidacte et elle fait ses débuts très jeune en reprenant par exemple Hijo de la Luna à seulement 4 ans. Donc il y a eu cette prestation à The Voice Kids en 2015 qui a fait beaucoup parler et très vite elle a enchaîné avec un nouveau buzz, cette fois-ci avec une chanson qui traite des handspinners. Alors j'avoue être complètement passé à côté de cette tendance, mais peut-être que vous vous souvenez de cette chanson. J'adore l'utiliser en pyjama, même mon chat adore ça. Tourne, ne fait que tourner, tourne, au palmarès. La vidéo va générer des millions de vues, mais aussi une vague de haine énorme sur les réseaux sociaux. Heureusement, elle a pu compter sur le soutien de plusieurs personnalités comme McFly et Cyprien, qui l'ont aidé à surmonter cette période difficile et dont elle était fan. Alors malgré tout, la musique a toujours été sa première passion, et donc après ce buzz, Satine a pris une longue pause loin des projecteurs, et cette période lui a permis de se ressourcer, d'écrire même un livre pour enfants sur le harcèlement, et de réfléchir à la suite de sa carrière. En vrai, elle a sorti plusieurs sons durant les dernières années, mais aujourd'hui elle a fait son grand retour avec un nouveau single qui s'appelle L'idée de toi, un titre que j'ai trouvé super efficace et assez prometteur. Dites-moi ce que vous en pensez, je vous passe un extrait. Je vais pas me retenir de respirer pour pouvoir laisser passer l'envie de laisser tomber un coup de tête, un baiser. En tout
cas, ça a l'air de plutôt bien fonctionner pour elle, puisqu'à la sortie, la chanson avait déjà généré 100 000 streams en seulement 24 heures. Qui sait, peut-être prochainement, elle fera partie des grands noms de la nouvelle scène pop française. J'aime l'idée de toi. Je sais pas quoi faire, je vois plus de lumière. Je fais ce que je peux, mais j'ai besoin d'air. Reste près de moi, non ne t'en va pas. J'ai plus trop le choix, j'aime l'idée de toi. Donc encore une fois, dites-moi ce que vous pensez de son nouveau single dans les commentaires. J'ai eu de super retours lorsque j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, donc je serais curieux d'avoir le vôtre. Écoutez les amis, c'est la fin de cet épisode, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si tel est le cas, je vous invite à liker cette vidéo, à la commenter pour me dire de quel artiste vous souhaiteriez qu'on parle ensemble, et surtout à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. S'abonner, ça m'aide de fou, comme je vous disais, pour mon développement. Donc j'en profite, une nouvelle fois, un grand merci à tous pour votre soutien. Je vous propose de continuer tout de suite votre visionnage avec les 2 vidéos qui s'affichent sur votre écran, mais surtout l'interview de Johan parce que je l'ai trouvé fantastique. Et que vous dire de plus ? Eh bien restez connectés puisque je vous prépare de nouvelles interviews sur la chaîne, mais aussi de nouveaux formats. J'ai trop hâte. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Ciao.